Nous sommes à Paris le 22 août 1911 à 8h du matin. Louis Béraute, un peintre copiste, entre dans le salon carré du musée du Louvre. Il s'installe pour peindre quelques croquis et en particulier le portrait d'une femme au sourire énigmatique dont le peintre est Léonard de Vinci. Ce portrait, vous l'aurez deviné, c'est celui de Mona Lisa, aussi connue sous le nom de la Joconde. Il parcourt l'ensemble des tableaux du salon carré et constate un emplacement vide. À la fois perplexe et déçu de ne pas avoir été informé du retrait de ce tableau, il questionne un employé du Louvre et il lui demande où se trouve le tableau de la Joconde. On lui répond qu'il a peut-être été placé dans l'atelier de photographie de la maison Braun, car sur sa liste, il n'apparaît pas dans les tableaux à restaurer. Les employés se renseignent, ils passent plusieurs appels, et à un moment donné, le musée doit se rendre à l'évidence, la Joconde n'est plus là, elle a disparu. La nouvelle s'ébruite rapidement. Des dizaines de journalistes accourent sur les lieux pour constater les faits. Et la presse ne tarde pas à répandre l'information, la Joconde a été volée. À cette époque, il faut savoir que la Joconde n'a pas le succès mondial qu'elle connaît aujourd'hui. Elle est très prisée des artistes depuis sa création, et trouve d'ailleurs sa place dans le salon carré, qui n'est pas rien, étant donné que c'est là où on expose les chefs-d'œuvre au Louvre. Mais on va dire que les visiteurs du Louvre ne se déplacent pas spécialement pour la Joconde. Mais alors, qui a volé la Joconde ? Et pourquoi ? Une enquête débute alors. Le préfet de police, Louis Lépine, envoie sur place un inspecteur de police, Octave Amar, et un criminologue, Alphonse Bertillon. Sur les lieux, on retrouve la vitre abandonnée de la Joconde. Alphonse relève sur celle-ci une empreinte de pouce et décide de la comparer à tous les employés travaillant au Louvre. Mais pourquoi ? Car la Joconde a en fait disparu la veille, le 21 août 1911. Et ce jour-là, ça tombe un lundi. Et le lundi, il faut savoir que le Louvre est fermé, sauf aux employés. Malheureusement, cette piste ne mène nulle part, car l'empreinte est partielle et donc insuffisante. Des interrogatoires ont lieu. Une cinquantaine d'inspecteurs interrogent plus de 250 membres du personnel. Mais rien, ils font chou blanc. L'inspecteur Octave Amar va alors se tourner vers une seconde piste, celle des artistes. Car finalement, la Joconde, elle les intéresse depuis des siècles. Les soupçons se tournent rapidement vers Guillaume Apollinaire, un poète, et un peintre, Pablo Picasso. Ce n'est pas la première fois en fait que le Louvre entend parler de Guillaume Apollinaire, car quelques années auparavant, Joseph Guéry-Pierret, un aventurier belge et ami du poète, avait volé des statuettes ibériques au musée du Louvre, et les avait revendues à Pablo Picasso, qui tirera de ces statuettes une inspiration pour son tableau Les Demoiselles d'Avignon, une toile fondatrice du cubisme. Mais Octave Amar se rend à l'évidence. Ni le poète, ni le peintre, ni l'aventurier n'ont volé la Joconde. Ils sont alors relâchés. Pendant 2 longues années, la Joconde reste introuvable. Aucun indice et aucun témoin pour cette affaire, au point où même le directeur du musée du Louvre vient à démissionner. On offre alors une récompense de 25 000 francs pour quiconque aura un indice pour retrouver la Joconde. Une revue appelée l'Illustration va même doubler cette somme afin de pouvoir retrouver cette Joconde. L'emplacement vide de Mona Lisa sur le mur du Louvre devient alors mythique. Des caricatures et des théories folles commencent à circuler. Est-ce que c'est un vol politique ? Est-ce que c'est un complot ou est-ce que c'est simplement une vengeance d'un artiste ? Et pendant ce temps, le public, il afflue au musée du Louvre pour voir cet endroit vide. La Joconde absente devient plus célèbre que jamais et fait rentrer par jour des milliers de visiteurs. On retrouve sa trace en 1913 dans la ville de Florence, en Italie. Un antiquaire italien reçoit une lettre étrange. Un certain Leonardo Vincenzo affirme posséder la Joconde et souhaite la restituer à l'Italie. Le rendez-vous alors a lieu dans un hôtel discret. L'homme arrive avec une valise, il ouvre celle-ci et à l'intérieur se trouve la toile de la Joconde. L'antiquaire appelle immédiatement les autorités, car il a entendu parler de cette histoire dans la presse et ne veut surtout pas avoir d'ennui. L'homme est alors arrêté et son identité est révélée. Le voleur de la Joconde s'appelle Vincenzo Perugia. Revenons à présent à ce 21 août 1911. Mais que s'est-il passé en réalité ? Ce jour-là, comme c'est un lundi, le musée est fermé au public. Seuls les employés et quelques ouvriers ont le droit d'y entrer. Vincenzo Perugia,
un vitrier italien travaillant pour la maison Gobier, entre discrètement au Louvre à 7 h du matin. Cet homme connaît bien les lieux, car durant les semaines précédentes, il a placé plusieurs vitres sur des œuvres du musée du Louvre, notamment celle de la Joconde. Il entre dans le salon carré, il attend d'être seul, décroche le portrait de Mona Lisa, il se débarrasse du cadre et de la vitre. Ensuite, il enroule la toile et la glisse sous sa chemise. Puis il se dirige vers la sortie et disparaît avec le tableau. Et ce jour-là, sans le savoir, il commet un vol historique. Mais Perugia n'est pas un voleur ordinaire. Il n'a jamais essayé de revendre le tableau. En fait, pendant 2 ans, il a gardé la toile dans une valise sous son lit. Lors du procès, il explique son geste. Il pensait en fait que la Joconde avait été volée par Napoléon, ce qui n'est pas vrai en réalité car Léonard de Vinci l'avait offert à la France. Et il voulait la rendre à l'Italie qu'il considérait comme sa patrie légitime. Et il a fait ça en fait par patriotisme. À la fin du procès, la condamnation tombe. Il est condamné à 1 an et 15 jours de prison. C'est une peine assez légère, mais cet homme en fait est considéré par l'Italie comme un héros national. Le 4 janvier 1914, la Joconde fait sa réapparition au musée du Louvre. Cette fois, elle est protégée, encadrée et surtout surveillée. Ce tableau a été, grâce à ce vol, transformé en icône, et elle n'est plus seulement un chef-d'œuvre de la Renaissance, elle devient aussi un mythe, un symbole de mystère, de génie et de scandale. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.